Aujourd'hui, sur Skills Nation, nous accueillons JP Mano, un pilier de la nuit parisienne, qui a vu du coup l'évolution du hip-hop de l'intérieur. C'est à la fois un DJ, un collectionneur, un conférencier, un professeur, vraiment multicasquette. Il est également donc le créateur de la Chronique du dimanche. Et du coup, aujourd'hui, on va parler histoire, anecdotes, influences et bien d'autres encore. Je suis ravie de l'avoir avec nous aujourd'hui. Faut savoir aussi que ça a été mon professeur d'histoire de la musique à la Juste Debout School. J'ai appris énormément grâce à lui. Il m'a fait vraiment voir le hip-hop sous un autre prisme. Donc pour ça, je lui suis très reconnaissante et j'ai hâte de vous faire découvrir son univers. Bah voilà. Présente-toi rapidement. Bah, tu presque tout dit. JP Mano, DJ JP Mano pour mon nom de scène, collectionneur de disques, mais aussi, vendeur de disques. En fait, je me considère comme un homme de musique qui a, agencé sa vie avec, pour centre d'intérêt la musique. Voilà, si je devais, résumer, je pense qu'on pourra, au fur et à mesure, on pourra en dire un peu plus. Mais voilà, je suis un passionné de musique, un fou de musique et je vis que pour ça, en fait. Pour revenir vraiment au tout début, c'est quoi qui t'a fait tomber dans le hip-hop? Rien m'a fait tomber dans le hip-hop, en fait. Hem, je suis d'abord tombé dans la musique et ensuite, le hip-hop est arrivé, complètement naturellement. Hmm. Moi, à la base, j'ai commencé à m'intéresser à la musique, à être, passionné de musique parce que, j'étais passionné par la voix de ma mère. Ma mère, elle parlait et elle avait une voix incroyable, mais au point que, par exemple, mes, mes copains de classe appelaient à la maison juste pour l'entendre et raccrochaient, quoi. Ouais. Et donc, et moi, j'ai commencé à acheter des disques pour comparer les voix des femmes qui chantaient à la voix de ma mère. Et donc voilà, j'ai acheté, de plus en plus de disques et puis, grâce à une rencontre, je suis devenu DJ et en fait, je suis pas rentré dans le hip-hop, je suis rentré, dans, le smurf, je suis rentré dans le DJing, je suis rentré dans toute la représentation de ce qu'étaient, les noirs cool, aux States qui donnaient une autre image que, les noirs enfants d'immigrés, en France, quoi. Et je dis ça parce qu'il faut être honnête, ce qui m'a fait moi musicalement, c'est, la musique classique, le rock, la soul, le funk, la chanson française et donc le hip-hop, c'était juste un complément au départ. Je suis tombé dedans une fois que je me suis détaché de l'image du rap US et que j'ai compris ce qu'il y avait derrière. Mais il m'a fallu du temps, en fait. Une fois que j'ai été confronté à certaines pochettes de disques, une fois que j'ai été confronté à certains propos, à certains textes, là, à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, il y a un truc, en plus, il y a un message», et c'est ce message-là qui m'a fait, basculer dans la culture hip-hop. OK et tout à l'heure, tu as dit qu'il y a une rencontre qui t'a fait découvrir donc le DJing. Ouais, le DJing, ouais. C'est qui? C'est Boris, en fait. Boris, c'était, on se rencontre, de façon complètement fortuite. On parle musique, c'est très très curieux les plus belles histoires d'amitié de sa vie. On sait jamais comment ça commence Mmh. vraiment, mais on se rappelle juste de l'évidence, qui en découle et bah, c'est exactement ça. Mais, en tout cas, il a, les mêmes disques que moi et encore plus de disques et lui, il permet à des gens d'avoir des émotions avec, de vivre des trucs avec. Et moi, je me suis dit: «Mais c'est ça, en fait, c'est ce que je suis, en fait». J'ai envie de voir, des visages, se transformer à cause d'un morceau qu'on entend à un moment où on l'attend pas, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis, devenu DJ et j'en profite pour dire que, ce Boris en question, qui est décédé en 2010, c'est en France, l'un des pères du hip-hop, vraiment. Parce qu'il
Il a permis, aux plus grands DJ de la culture hip-hop de s'exprimer. Dynasty, Shabba. Il a été à l'origine des toutes premières soirées qui vont donner naissance à la culture hip-hop en France parce que, il faisait des soirées, tu as certainement entendu parler de ça, les soirées Bataclan. Mmh. Voilà et ben, c'est lui qui était à l'origine. C'était vraiment le tout premier DJ et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé et qu'il est parti à l'armée. Il était dans les paras, il a fait un saut et il s'est brisé le genou et donc il a pas pu continuer et surtout qu'il était et DJ et danseur. Il n'a pas pu continuer et donc c'est d'autres DJ qui ont pris la relève. Mais à la base, les premières soirées, elles ont été faites avec lui. C'est quelqu'un qui a été le mentor ou le qui a servi d'exemple à énormément de gens dans la culture, dans la culture hip-hop, en tout cas pour le DJing et la danse, Forcément. forcément. Forcément oui et non, parce que moi, la danse, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la musique et la danse, c'est lié, quoi. oui, mais enfin lui, il c'était un super danseur, qui allait, faire des battles et gagner, des concours de danse à l'Étoile Foch à l'époque ou, Mmh. tu vois? C'était vraiment un danseur, quoi. Mmh. OK. Dans ton parcours, quelle décision a marqué un tournant? Si tu dézoomes, est-ce qu'il y a vraiment une décision que tu as prise qui a marqué un tournant? J'ai pas de recul sur ça. Je crois vraiment sincèrement que je me suis toujours, c'est pas laissé porter, mais, j'ai toujours pris les événements les uns à la suite des autres. Par contre, peut-être bien que, les décisions les plus fortes que j'ai prises ont été de ne jamais toucher à la drogue et à l'alcool. Ça a changé quand même beaucoup mon parcours. Ça a énormément changé mon parcours. Dans quel sens? Dans le sens où, bah, j'étais pas le mec cool, quoi. Parce que je buvais pas, donc je me bourrais pas la gueule avec les gens, Mmh. je me droguais pas, donc voilà. Donc j'étais pas, celui avec lequel on pouvait, se faire une after party complètement déglinguée. J'étais celui qui ne pouvait pas être le témoin de certaines choses sans y participer, donc en fait, on me tenait pas et donc très vite, il y avait plein de choses sur lesquelles j'étais mis de côté, en fait. Certaines fêtes avaient lieu dans certaines conditions. Si tu remplissais pas ces conditions, tu pouvais voir, des gens très en vue dans des positions, et des situations un peu, enfin, qui aujourd'hui feraient du buzz, hein, clairement et par contre, personne n'avait de dossier sur toi, en fait. Tu avais des dossiers sur tout le monde et personne n'avait vraiment de dossier sur toi et donc très vite, ben, j'ai pas fait partie de cette caste, en fait, de gens. Ça m'a fait comprendre que j'allais suivre une route, qui allait être la mienne, qui allait être un peu plus solitaire, beaucoup plus solitaire et je me rends compte 45 ans plus tard qu'en fait, c'était la route la plus sûre, en fait. C'est celle qui fait qu'aujourd'hui, bah, je peux en parler, en étant à peu près, sain de corps et d'esprit et avec, je peux regarder dans le rétroviseur en me disant que si quelqu'un m'a connu, il y a 40 ans, il me retrouve pas trop changé, juste patiné par le temps, mais pas trop changé. Ça a été la meilleure, décision que j'ai prise et la plus importante. C'est beau. Ça t'a garanti ta liberté, en fait, d'une certaine Ouais, manière. d'une certaine manière. À mes yeux, tu es une bibliothèque sur pattes. Bon. Tu connais énormément de choses et aussi beaucoup d'anecdotes. Ça, on y viendra plus tard. Du coup, avec, toutes les connaissances que tu as accumulées au cours de ton parcours, si tu devais résumer le hip-hop actuellement, qu'est-ce que tu en dirais? Le hip-hop va très bien. Je sais que c'est une discussion qu'on va qu'on peut avoir, mais le hip-hop va super bien, vraiment. Il peut pas se porter mieux aujourd'hui en plus. C'est génial. Tu vois pas là tout ce qui se passe, outre-Atlantique? Le hip-hop, c'est le reflet de la vie des gens qui l'ont porté. Il y a eu une période très dure où ils avaient des choses à dire. Il y a eu une période où ils ont essayé d'en profiter, ils en ont profité et aujourd'hui, ils se retrouvent, à se dire: «Bon bah, c'est chaud, on nous repointe du doigt, on essaye de revenir en arrière sur plein de choses, on débaptise des noms, de rues ou de places Martin Luther King pour mettre des gens à la place». Donc
on a à nouveau des choses à dire et tu vois des artistes qui twistent. Celui qui a fait Panda, aujourd'hui, il fait un rap conscient super énervé et il y en a plein des comme ça et moi je trouve que, le hip-hop et ben, il est comme il a jamais cessé d'être, en fait. C'est marrant parce que, on est, samedi, on se retrouve aujourd'hui et demain, c'est le thème de ma chronique. On a appris que pour la première fois, il y avait pas un artiste hip-hop dans les charts, dans le top, 40 ou 50 pour la première fois depuis 40 ans. OK. Et moi, mon propos, c'est de dire que le hip-hop est une culture underground. Pourquoi on va le chercher dans le mainstream? Pourquoi est-ce on va chercher dans le mainstream une culture dont on sait qu'elle est underground? Allons al C'est à nous de faire l'effort d'aller chercher le hip-hop et quand on va chercher le hip-hop, on rencontre des gens complètement dingues. Ils sont pas en avant, c'est à nous de les faire connaître. Ça veut pas dire qu'ils ont envie d'être mis en avant, quelle que soit leur motivation. Bah, il faut laisser le hip-hop là où il est et si effectivement le hip-hop, c'est une culture par définition underground, faut aller le chercher dans l'underground. Si on va chercher à écouter des radios et en sachant, en admettant que les radios, c'est un filtre ou les médias, les médiums, c'est un filtre, a avec une orientation mercantile du traitement de notre art, c'est pas nous qui en décidons. Donc si c'est pas nous qui en décidons, c'est pas du hip-hop. À tel point que comment ils l'appellent? Musique urbaine. Ils l'appellent pas hip-hop. Pareil pour la danse, hein. Pareil pour la danse. Danse urbaine, hein. Voilà. Donc en fait, bah, le hip-hop, il va très bien. Par contre, c'est à nous d'aller le chercher, c'est à nous de faire l'effort. OK, oui, le hip-hop, c'est underground. Oui, il faut faire ses recherches. Oui, il faut creuser. Il y a quelque chose de très, très profond dans ce mouvement, dans cette culture. Maintenant, le hip-hop serait pas aujourd'hui ce qu'il est devenu sans les médias et sans la commercialisation, du rap et Mmh. cetera. Donc pour toi, ce serait quoi l'équilibre entre, garder l'essence du underground, mais en même temps, bah, la commercialisation pour, le faire connaître d'un plus large public? Il y a pas d'équilibre. Faut pas chercher un équilibre. Il faut pas chercher d'équilibre. Il faut laisser le hip-hop être ce qu'il a toujours été, libre. Il y en a qui veulent faire du hip-hop et être, à la télé, dans le fame et dans les grosses voitures et machin. Qu'ils existent. Ces gens-là, de toute façon, qu'est-ce qu'ils disent? «Ouais, j'ai commencé avec un tel», mais c'est un mec hyper underground. Allons voir ce que ce type-là a apporté au hip-hop pour que ce mec-là sorte. Regarde aujourd'hui quand on creuse, toutes les histoires de tous les artistes hip-hop, on se rend bien compte qu'ils ont commencé avec des gens qui sont dans l'underground et qui ont tout le respect de la communauté hip-hop dans l'underground. C'est à nous d'aller savoir ce que ces gens-là font et ont fait. Plus il y a, de gens qui brillent et qui sont dans la lumière et plus ça sert les gens qui sont, derrière et qui, eux aussi arrivent quand même à se faire un nom, à exister, et surtout à continuer à faire vivre, ce qu'ils sont et qui ils sont. Et donc moi je dis: «Allez-y, si vous devez être dans le mainstream et ben, soyez dans le mainstream, c'est pas grave, c'est pas grave». Ça veut pas dire que moi j'adhère à ce qui est fait. Ça veut pas dire que je consomme tout comme si c'était, super, hein. Tu sais ce que je pense de certains styles musicaux et certaines catégories musicales. Mais allez, c'est pas grave, enfin, heu, par exemple, prends l'exemple de Black Eyed Peas. Bon, bah, ouais, effectivement, on peut se dire: «Ouais, c'est que» il y a qu'à écouter les premiers albums de Black Eyed Peas pour savoir que c'est un groupe qui a vécu un tournant dans sa carrière. Mais Clairement, même le heu, clip, hein, le ouais, clip à l'ancienne et tout, bah, il oui, breakait et tout, mais hein. bien sûr. Trop la classe. C'est ça le défi du hip-hop et ces gars-là, s'ils ont du respect, c'est pas parce qu'ils sortent de nulle part et tout d'un coup, ils se sont accaparés quelque chose. Les gars, c'est des tueurs à gages. Ça existait déjà, dans le funk, les Kool and the Gang. Les Kool and the Gang, si on retient que, Celebration et tous ces trucs-là, on pense que c'est un groupe commercial, alors que c'est à la base un des plus grands groupes de jazz de la fin des années 60, qui a été formé par Miles Davis. Enfin, donc
C'est à nous de faire le travail, en fait. C'est pas grave et c'est bien aussi s'il y en a qui passent le cap, qui sortent du simple domaine de leur communauté artistique. C'est pas grave. Pourquoi je t'ai parlé d'un équilibre entre, l'underground et la commercialisation? C'est parce que à l'heure actuelle, je pense en termes de danseurs, il y a Mmh. l'intermittence du spectacle, enfin pour les danseurs, mais pour d'autres artistes. En tout cas, toutes ces personnes-là qui veulent vivre de leur passion dans un domaine artistique et donc ça peut être aussi bien, le rap que, la danse hip-hop, que tout ça. Ça fait que tu acceptes des choses pour remplir ton frigo qui sont pas underground, qui sont pas forcément hip-hop et il y a aucun problème par rapport à ça. Mais du coup, pour quelqu'un qui souhaite vraiment en vivre, mais qui veut pas non plus, faire que des compromis, faut quand même réussir à trouver un équilibre. Je suis hip-hop, mais je me vends d'une certaine manière pour manger, en fait. Oui. Moi, je suis une somme de compromis. On peut en parler pendant des heures. Et toi et moi, qui, entreprenons à tout petit niveau, tu organises une soirée, tu vois bien que tous les défenseurs du hip-hop te demandent à rentrer gratuitement. Non mais non mais parlons bien. C'est vrai. Que tous les soi-disant OG sont incapables de mettre les 10 euros ou les 15 € que réclame ton événement juste pour qu'il existe. Pas pour que tu gagnes des sous, juste pour qu'il existe. Alors tu manges comment et tu fais comment? Tu sais, tu meurs à la proue de ton à la proue de ton bateau comme le capitaine là. C'est pas on est pas moi Titanic, ça y est, c'est fait. Ouais. Moi, en tout cas, ce que j'ai choisi, c'est heu, de faire des choix, de faire des choses artistiquement qui sont parfois aux antipodes de ce que on pense connaître de moi. Parce que c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on à quel point, moi Fanny, moi JP, je vais m'approprier ce que tu es toi Fanny, pour me faire une idée de ce que tu as le droit de faire ou pas. Il y a pas de jugement à avoir là-dessus. Tu fais ce que tu as à faire et par contre, les endroits où tu décides de défendre qui tu es, bah, tu le fais, il y a plus la pression du gain ou moi, par exemple, il y a des je quand je fais des mariages, je fais pas des mariages parce que, tous les mariages me sont pas forcément hyper plaisants à faire. Mais par contre, quand je fais un mariage ou une soirée, corpo, pour une entreprise, je sais aussi qu'elle me permet de bien faire les soirées qui me tiennent vraiment à cœur et pour les gens, auprès desquels ça me tient à cœur et avec ce que j'ai à défendre dedans. Et curieusement, ça crée un cercle vertueux. Alors évidemment, il y a plein de gens qui vont te dire: «Ah ouais, tu fais tel type de soirée, puis là, je te vois là, tu pas honte». Déjà, je t'ai jamais vu, dans les soirées que je fais et que j'organise et pour lesquelles il faudrait vraiment me donner de la force. Et puis, pardon, mais, il y a un truc qui a disparu de nos vies d'artistes aujourd'hui, qui a existé pour, toute une flopée d'artistes, notamment, que ce soit dans la danse, dans la musique ou dans l'art graphique, c'est le mécénat. Quel est ton mécène, toi, pour te dire: «Non, moi je fais que ça»? Les musiciens de jazz, faisaient, des mariages, jouaient dans des mariages et des bar mitzvahs, pour pouvoir, faire du bebop. Fallait bien qu'ils bouffent. Les gens qui se compromettent sont des gens qui jurent les grands dieux que eux, il y a des choses qu'ils feront jamais, alors qu'ils le font, tous les week-ends, dans des endroits cachés où, ils veulent surtout pas qu'on les voie, où ils y vont même sous leur faux nom. Mais, moi, toi ou la majeure partie des gens qui sont conscients de, ce que c'est que payer un loyer, des factures, élever même des enfants. Moi, s'il y avait eu que la soul, le funk et le hip-hop pour élever mes enfants, je sais pas comment j'aurais fait. On va revenir à l'histoire du hip-hop. Donc tu es conférencier. Mmh. Moi, je t'ai connu, bah, parce que tu étais mon professeur d'histoire de la musique. Tu m'as fait redécouvrir l'histoire à travers vraiment les yeux du hip-hop Mmh mh. et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc toi qui justement est vraiment dans cette démarche-là et qui est passionné par l'histoire, si tu devais, on va dire pas dézoomer, mais genre, donner des grandes lignes à des personnes qui, sont pas encore forcément,
qui ont pas encore mis le pied à l'étrier pour s'intéresser à ça, tu leur dirais de commencer par quoi? Est-ce que tu as des artistes à recommander, des anecdotes? Oui, j'ai un conseil, mais j'ai pas de nom à donner et parce que cette culture, cette musique, c'est pas une musique de biographe. C'est pas une culture de biographie. C'est une culture de vie sur laquelle aujourd'hui on se penche pour certains écrire des bouquins, comme Jeff Chang, qui va écrire, Can't Stop Won't Stop par exemple, comme Martha Cooper qui a photographié, le graffiti. Mais en fait, moi je fais partie de ceux qui croient que c'est, son expérience personnelle, sa propre expérience, qui doit nourrir l'envie de la recherche. Et s'il y a des gens qui prennent la peine d'écouter un titre, juste un titre, qu'ils aiment dans leur playlist ou dans leur discothèque, un titre, et qu'ils regardent un tout petit peu plus attentivement qu'un nom sur un écran, ce qui se passe dans ce morceau et ce qu'il y a derrière, qui a produit, qui a fait quoi, c'est le début. Et normalement, l'intérêt, la passion peut-être, heu, génère tout ce qui va avec. Effectivement, il y a des grands titres, il y a des grands artistes. Mais ces grands artistes sont rien sans des petits artistes à côté, qui leur ont parfois servi d'exemple. Je te fais pas une réponse pour pas te répondre, mais je fais une réponse pour dire que et c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose aussi qui te garde toujours humble par rapport à la façon dont tu acquiers du savoir, c'est que chaque personne a une expérience différente de la musique et donc ça résonne en chaque personne de façon différente à l'endroit de ses sensibilités, de ses émotions et à cause de ça, tu ne peux pas être didactique sur: «Fais ça comme ci, va à tel endroit» ou «Je te conseille ci ou je te conseille ça». Parce que c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas l'endroit, c'est peut-être pas les notes, c'est peut-être pas la bonne pochette, c'est pas des maths. Toi-même, ou moi, enfin, tu te souviens ce que je faisais, au début de chaque année, je vous faisais, passer le morceau qui vous ressemblait, le plus et puis après on comparait avec, la façon dont vous aviez évolué dans l'année. On se rend bien compte qu'il y avait des choses en début d'année qui c'était pas le moment, vous étiez pas prêts. Donc si je vous l'avais imposé dès le début de l'année, je vous aurais peut-être dégoûté, Ouais. alors que en fait, vous avez suivi votre évolution et vous avez fait votre chemin et donc suivez votre chemin et s'il y a des gens curieux qui nous écoutent, interrogez vos goûts. Questionnez vos goûts, le pourquoi du comment et après, encore une fois, soyez, le plus humble possible et quand je dis humble, ça veut pas dire, de se rabaisser, ça veut dire d'accepter de pas savoir et d'accepter que, l'échange avec, une personne proche permette de parfois même reconsidérer ce qu'on aime, d'avoir parfois des mots qui nous appartiennent pas, mais qui correspondent exactement à ce qu'on voudrait pouvoir dire. Et donc du coup, c'est ça qui permet d'avancer. Demain, on peut parler d'un morceau et tu vas me dire: «Ouais, mais tu vois, moi, dans ce morceau, ça me touche de telle façon». Je dis: «Ah, mais voilà, mais je savais pas pourquoi. Je savais pas comment le nommer moi et la façon dont tu le nommes, ça apporte de la lumière et du coup, je saurais, dire, ce que j'aime si je vais voir un disquaire en lui disant: voilà, je cherche tel style de musique, mais avec, telle caractéristique». Et ça, c'est l'échange. Et cet échange-là, il n'est possible que dans l'humilité. Ça veut pas dire qu'on sait rien, ça veut juste dire que notre sensibilité, nos émotions, elles sont différentes et que parce qu'elles sont différentes, eh ben, l'une vaut l'autre. Et ça, faut l'accepter. C'est très philosophique et très juste, ce que tu dis. Ouais, toujours. C'est vrai qu'il y a pas de bonne direction à prendre à partir du moment où c'est l'émotionnel et l'humain qui est impliqué, ça c'est clair et net. Et ça me fait penser un peu à ce que, Sydney m'avait dit aussi, le hip-hop c'est soi, quoi. Mmh. Donc oui, si tu veux, retracer, un historique et cetera, tu es obligé de dézoomer et de prendre des faits comme en histoire. Mais on a tendance à oublier que l'histoire, elle est directement connectée à l'humain et que l'humain est directement connecté aux émotions. Mmh.
et que, bah, tu as des choses qui ont eu une ampleur de ouf et qui sont nées juste, d'un accident, d'une erreur et ça, je me rappelle, c'est toi qui nous avais mis ça en Mmh. avant. C'était, tu dit quoi? La trompette de Dizzy Gillespie Ouais, 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 qui est née d'un accident? ouais, enfin, ouais, d'un accident, c'est-à-dire que, il prête sa trompette, à des potes bourrés qui tombent dessus et qui la tordent et en fait, ben, ils avaient pas, c'était un peu la loose quoi, mais il ramène la trompette à Dizzy qui, au début fait la gueule, puis après il souffle dedans pour voir s'il peut jouer quand même, s'il est obligé de jouer et il souffle dedans, il fait: «Putain le son est cool» et il a fait construire après toutes ses trompettes avec le Ouais. même angle de coudée quoi. Ça, tu vois, c'est le genre d'anecdote qui, moi, genre me passionne. Mmh. Parce que tu te dis, je parle d'un point de vue personnel, mais quand tu es, dans une recherche, bon ça c'est très personnel à moi, mais je veux dire, moi quand je fais quelque chose, je veux le faire bien et du coup, en voulant le faire bien, je m'autorise pas forcément à l'erreur et du coup, je m'autorise pas forcément à l'exploration alors que je me rends compte en fait que plus tu avances et plus tu testes, bah, plus déjà tu prends du galon et plus en t'autorisant à faire des erreurs, plus ça enrichit ton parcours Mmh. et plus c'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'il y a des choses qui naissent en Mmh fait. mh. C'est ton moment, je te laisse. Moi je réponds aux questions. Moi, j'adore les anecdotes. J'aimerais que tu nous racontes 3 anecdotes qui ont façonné le hip-hop dans ses débuts ou maintenant, mais des anecdotes que du coup, on connaît peut-être pas. Quand tu découvres le hip-hop, tu as des grands noms qui te viennent, mais on connaît pas forcément les sous-histoires, enfin les histoires un peu cachées, quoi. La première anecdote du hip-hop, c'est le fait que, parce que ça, c'est des choses qu'on sait mal. Je vais pas dire qu'on sait pas, mais qu'on sait mal, justement parce qu'on est bouffé par, l'imagerie et l'image qu'on projette du hip-hop et de tout ce qui en découle. Mais il y a pas de hip-hop sans les femmes. C'est la première des choses. On parle de Kool Herc, mais s'il y a pas sa sœur Cindy qui décide de faire le premier, de faire cette première block party parce que elle veut pouvoir s'acheter des fringues sans demander de l'argent à ses parents et donc elle organise cette première block party, il y a pas de hip-hop et Cindy Campbell qui ensuite va être, celle qui va, commencer à faire en sorte que Kool Herc, Grandmaster Flash fasse des interviews rémunérées, enfin c'est elle qui va s'occuper de ça. Donc déjà sans elle, il y a pas de hip-hop parce que Kool Herc, qu'on appelle DJ Kool Herc, il avait jamais mixé en soirée. C'était un DJ tel que les Jamaïcains l'entendaient. C'est un type qui parlait sur la musique. C'était pas un mec qui passait le ski. C'était pas un selecta. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que l'industrialisation du hip-hop, c'est encore une femme. Sylvia Robinson, quand elle monte le label Sugar Hill Records, bah, elle donne la possibilité tout d'un coup, au hip-hop, enfin, en tout cas à la culture rap, de se considérer comme étant, capable d'avoir un potentiel économique. Et ce potentiel économique, il se développe sur un groupe, Sugar Hill Gang, qui se fait de façon absolument improbable. Enfin, c'est un mec qui rappe plus ou moins avec, un autre mec qui est qui vend des pizzas, et qui prend la place d'un autre artiste qui lui voulait pas le faire. Parce que, c'est très propre à la culture afro-américaine que les initiateurs n'aillent pas au bout du truc, ouais. Chaque fois que même par exemple dans le jazz, le premier disque de jazz qui a jamais été, pressé, c'est un disque fait par des blancs. C'est ce qui fait dire à certains historiens que le jazz est une musique de blancs. Mais en fait, c'est parce que, les noirs de l'époque ne voulaient pas, enregistrer leur disque en 78 tours pour que les autres puissent le ralentir et savoir quelle note ils jouaient. Et puis la troisième anecdote, c'est quand même le blackout. Si en 77, dans la nuit du 13 au 14 juillet, il y a pas un blackout à New York où, tous les jeunes des quartiers, parce qu'en fait, voilà, il fait hyper chaud à New York. Vraiment, il fait une chaleur de dingue et en fait, toutes les clims sont à fond et donc ça fait disjoncter tout New York et donc New York se retrouve plongé dans le noir complet. Donc bien évidemment, tous les gars qui savent où il y a, des magasins de sonos, bah, se ruent dans les magasins de sonos pour pouvoir, récupérer des platines, des instruments,
des sonos entières, des enceintes, des amplis et donc ça a permis la multiplication à New York des crews, puisque et des crews et des soirées, parce que tout d'un coup, tout le monde avait les moyens de il y a un morceau, qui raconte ça très bien, donc c'est pour ça que cette histoire-là, souvent je le dis, mais l'histoire de cette communauté, elle est dans sa musique. Il y a un morceau d'un groupe qui s'appelle The Tramps qui dit, «The night the light went off» et qui raconte ce qui s'est passé. C'est un morceau de disco, hein, mais qui dit voilà, ce jour-là à New York, voilà, il s'est passé ça, 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 et voilà. C'est ce que je préfère. Non, sans déconner, c'est ce que je préfère parce que Mmh. ça humanise tellement l'histoire. Quel conseil tu donnerais, aux nouvelles générations qui débarquent, qui sont, piquées de musique ou piquées de danse ou piquées de rap, peu importe, et qui ont envie de faire quelque chose là-dedans? Qu'est-ce que tu leur, conseillerais? Le seul conseil que je peux donner, le seul, c'est de faire les choses pour les bonnes raisons. Faites les choses pour les bonnes raisons. Si c'est parce que vous voulez, être milliardaire, assumez-le et faites-le parce que vous voulez être milliardaire. Si c'est parce que pour vous c'est une culture, alors faites-le parce que c'est une culture. Mais allez-y à fond, n'y allez pas à moitié. Parce que cette culture, c'est une culture, d'âme meurtrie, de gens qui, socialement, n'ont jamais pu penser certaines blessures qui sont là depuis que l'esclavage est arrivé, dans la vie de leur communauté et qui l'ont, traduit par des notes, par des gestes, par du verbe, par de l'excellence dans tous les domaines possibles. Mais donc on peut pas on peut entrer dedans parce que c'est fun et parce que c'est intéressant, mais si on y reste et si on décide d'y faire quelque chose, alors il faut le faire à mon sens pour les bonnes raisons, en respectant ces raisons-là. J'en profite, donc la chronique du dimanche sur Instagram, DJ JP Mano. Il y a plus de 100 épisodes, tu m'as dit? Ouais, Plus de 100 épisodes avec, à chaque fois des anecdotes sur des artistes et c'est vraiment très, très riche. Donc, je vous invite à aller checker parce que c'est passionnant. moi je vais rajouter des choses quand même. D'abord, la première des choses, c'est que, comme on l'a dit avant, c'est une culture profondément humaine. Pas au sens que l'humanité est une qualité, mais humaine parce elle est véhiculée par des humains avec leurs bons et leurs mauvais côtés, plus souvent par leurs mauvais côtés que par les bons d'ailleurs, hein, ça il y a pas de problème avec ça. Par contre, ça demande de toujours essayer de contextualiser. On peut pas avoir une vision binaire de un tel est un type bien ou un tel est un sale type pour X raisons qui ne correspondent qu'à nos façons, à nos perceptions, à nos façons de vivre, la société, alors qu'on est face à des gens qui ont des vécus absolument incroyables et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi traduire dans, ce que tu fais dans ton école, ce qui se fait, dans d'autres écoles comme la JD par exemple, où on découvre en échangeant des gens avec des parcours incroyables, qui sont peut-être, des gens qui sont difficiles à vivre, mais qui un jour se dévoilent et on se dit: ah ouais, ça se traduit comme ça dans de l'art, en fait» et donc avant d'interroger, les bons comportements des uns et des autres, interroger les autres et les vôtres et la façon dont ils peuvent être perçus, ça vous donnera de la distance, ça vous permettra de prendre de la distance et du recul. Mais je terminerai par vous dire qui est Fanny, en fait. Il va falloir que tu le prennes quand même. Bah oui. Je vais couper au montage. Fanny, c'est une élève qui m'a vu arriver comme un extraterrestre avec ses grands yeux bleus. Elle m'a regardé, avec ses yeux, avec l'air de dire: «Mais d'où tu sors toi? Qu'est-ce que tu racontes? D'où tu as décidé que finalement tu allais raconter l'histoire, mais comme je l'ai jamais entendue? Et d'où tu vas mettre l'histoire de la musique et l'histoire du hip-hop à laquelle j'ai l'impression de pas faire partie,
d'où tu vas la mettre dans une autre grande histoire et finalement, on va pouvoir faire un chemin qui fait que 10 ans plus tard, eh ben, on est, incontournable pour l'un et pour l'autre. C'est le fait d'une grande intelligence et c'est le fait aussi d'une grande sensibilité et donc d'une humanité au sens qualitatif du terme et je voulais te remercier pour ça parce que, depuis toutes ces années où, parfois on s'est écharpé, hein, parce que Fanny a un caractère, heu, on s'est parfois pris la tête, toujours dans le respect, toujours dans la bienveillance et je suis très fier de voir ce que ces graines qu'on a semées et arrosées ensemble donnent aujourd'hui. Et donc dites-vous bien que si elle est là avec vous, aujourd'hui, elle est là pour des bonnes raisons. Questionnez-la, interviewez-la comme elle le fait avec moi. Posez-lui des questions, allez vers elle. Elle n'est pas forcément facile d'accès, mais si elle juge ou si elle sent que, ce qu'elle va vous montrer d'elle, vous allez en faire quelque chose de positif, et ben, vous obtiendrez beaucoup, 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 beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, tu un fou, c'est moi qui dois te remercier. C'est vrai qu'on s'est parfois pris la tête et Ouais, c'est vrai qu'au début, je comprenais pas du tout, ton approche et je me rappelle même qu'au tout début, quand j'ai découvert le hip-hop, je me rappelle, je t'avais dit un truc, je t'avais dit: «Ouais, en classique, il y a beaucoup de codes» et ce que je kiffe, c'est qu'en hip-hop, il y en a pas et tu m'as regardé et tu m'as dit: «Alors détrompe-toi parce qu'il y a énormément de codes en hip-hop» et c'est vrai que plus j'avance et plus je me rends compte à quel point il y a des mmh, codes et à quel point c'est important de les connaître mmh mh. et au-delà de les connaître, de les comprendre. Parce que pour moi, c'est en comprenant les codes que tu arrives aussi à te faire ta place, que tu arrives à tourner les choses en ta faveur et si tu connais pas les codes, en fait, tu peux pas te prétendre, légitime d'une certaine manière. Voilà et que ouais, la connaissance, c'est important, quoi. Mmh, Ça, là, ce que vous entendez, sans le blues, sans le jazz, sans les personnes qui étaient là avant, en fait, ça existerait pas. mmh, mmh. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux, aller vers le hip-hop parce que c'est fun et que c'est waouh, mais si tu veux vraiment rester dedans, c'est qu'il y a un truc qui te tient et le truc qui te tient, c'est, bah, c'est la passion certes, mais c'est les valeurs Mmh. qu'il y a derrière et qui sont profondément humaines, avec les bons et les mauvais côtés comme tu as dit, quoi. Et c'est important de souligner les mauvais côtés parce que ça sert à rien de vouloir être parfait, ça sert à rien de vouloir faire bien tout le temps, faut juste être soi et quand on est soi, bah, il y a le côté sombre qui est là aussi, quoi et qui fait que, bah, sans ce côté sombre, si on n'avait pas mis en avant le côté sombre, le hip-hop existerait pas. Regardez l'art de façon, générale, c'est jamais fait par des gens, heu, qui n'ont rien à dire et on n'a rien à dire, on a des choses à dire quand on est, confronté, à la beauté de la vie versus, la noirceur de la vie. Ça fait ressortir des choses, des éléments. Je reviens encore à quelque chose que je voulais dire d'important, parce que tu as dit légitimité et c'est, je pense que c'est l'une des je pense que te concernant, c'est la phrase la plus importante que je t'ai dite. De me battre avec toi, contre ton sentiment d'illégitimité Mmh. et hem et on est légitime, dans le hip-hop, d'où qu'on soit, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, quelle que soit sa carnation, quel que soit, le hip-hop, il n'existe que parce que des gens se sont rencontrés et ont accepté de faire un truc ensemble. Si, pour ceux qui regardent, il y avait pas plus de noirs que de latinos, que de juifs, que d'italiens dans la culture hip-hop et c'est un truc dont on a souvent parlé. Regardez les pas de danse, regardez, le début, du top rock, quand la personne tourne en cercle, vous le retrouverez dans la tarentelle italienne, vous retrouverez des pas de Casa-choc, vous retrouverez des pas de mambo, vous retrouverez plein de choses. Ces choses-là, elles ne sont pas que afro-descendantes. Donc c'est la rencontre de toutes les cultures, de toutes les histoires qui donne naissance à une autre qui, elle, a accepté d'exister avec tout ça. Le reste, c'est du pipi chat. Bah, merci beaucoup JP. Je t'en prie.
C'était DJ JP Mano sur Skillzoo Nation. Peace.